J'espère que ma marraine va me pardonner, moi, de prendre mon texte. Je n'ai pas une aussi bonne mémoire. Ça m'inquiète toujours, moi, quand je suis assis en face, de savoir combien il y a de feuilles là, puis je compte ça des fois quand je suis assis de l'autre côté. Je vais vous le dire tout de suite. Pour ceux qui suivent ça, il y en a 12. Alors, vous le saurez, si je ne déborde pas de mon texte, on s'arrêtera à 12. Mon grand-père Joe Marier, pressentant sans doute la remontée des Premières Nations amérindiennes ou d'Amérindiens, parlait de la tribu, quand toute sa famille était réunie autour de lui. À toute la famille mariée, à toute la tribu, bonsoir. Il y a 175 ans, il n'y avait pas encore de société historique à Drummondville. Des hommes en uniforme de soldats ont implanté ici les premiers établissements. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui nous accueillent. Madame la mairesse, qui nous a délégué un mot, Madame Gagnon-Jutran, directrice de la Société historique, et ma marraine, Tante Madeleine. J'emprunte à Gilles Vigneault les mots pour dire un hommage tout particulier à Ernest Marier. J'ai planté un chêne au bout de mon champ. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. Il m'arrive de chanter, mais là, je suis un petit peu nerveux, vous m'excuserez, de le dire au lieu de le chanter. Si la carrure d'oncle Ernest fait aisément penser à un chêne, la silhouette plus frêle de grand-maman Eva ne doit pas faire oublier qu'elle a fêté, elle aussi, cette année, ses 94 ans. À tous deux, nos vœux de santé et l'assurance de notre amitié. Sur la terre du 5e rang, oncle Ernest a laissé les manchons de la charrue et a acheté des charrues pour l'entretien des routes et tout le gréement pour creuser les aqueducs et les égouts. Avec ses fils Roland, Fernand et Lucien a laissé, me dit-on, il y a quelques années, une correction à faire à mon texte, oncle Ernest a développé une entreprise de travaux de voirie et de services publics installée sur la ferme même qu'avait acquise son grand-père, on vous l'a dit tout à l'heure. Grand-papa, dans la généalogie qu'il prépara en 1967, racontait, et je cite, « La vie crée souvent des situations ironiques. Le grand-père, qui a vécu sur la terre occupée par Ernest jusqu'à sa mort en 1888, était farouche adversaire des machines pour la culture de la ferme. Comme beaucoup de vieux de son temps, il n'avait confiance pour les travaux qu'à l'huile de bras, pour employer l'expression dont se servaient les défricheurs. Et mon père dut attendre la mort de son père avant d'acheter une faucheuse à foin. » Fin de la citation. Comment saluer grand-maman Eva, si ce n'est en reprenant les paroles mêmes de mon grand-père? Il écrivait, dans sa généalogie de 67 toujours, sur les motifs l'ayant amené à s'installer dans la maison de la côte de la rue Herriot, maison qui n'est pas facile à reconnaître depuis quelques années. Cette maison, disait-il, où je vieillis tranquillement, a plus de 50 ans, et je suis entouré de tous les souvenirs qui furent accumulés par 9 enfants et par leur mère, qui est maintenant partie pour le ciel. Et celle qui l'a remplacée avec autant de bonheur me laisse revivre tout haut, en les partageant, les souvenirs d'un passé de 50 ans. Fin de la citation. Je voudrais souligner le sens de l'humour de grand-maman Eva. Au retour d'un long voyage en Europe avec mon grand-père, lors de la fête de Noël qui suivit, elle offrit bien des cadeaux, et en particulier à tous ses gendres adoptifs. Chacun reçut un cendrier en porcelaine de Limoges avec une phrase originale. Je ne me rappelle pas tous les petits mots, mais je me souviens très bien du cendrier que mon père avait reçu. On y lisait « L'amour est comme un potage, les premières cuillerées sont trop chaudes, les dernières trop froides. » Après le décès de grand-papa, Eva, toujours manifesté son sens de l'humour, Eva se plaignit du fait que le gouvernement avait indexé sa pension de veuve de juge. Dans sa charité, elle estimait qu'il y avait mieux à faire avec les deniers publics.
Elle avait le projet d'écrire au ministre de la Justice pour lui dire son objection à la hausse de sa pension. Si elle a effectivement écrit, je vous laisse imaginer la tête qu'a dû faire le sous-ministre en lisant la lettre, à moins que le sous-ministre n'ait écrit à son tour au juge Marcel Marier pour savoir s'il secondait la demande de non-indexation. Je veux rappeler quelques anecdotes tirées de la carrière et de la vie de famille de Joe Marier, qui œuvra avec la même générosité sur le plan professionnel et personnel. Reçu avocat en 1910, il pratiqua avec Napoléon Garceau pendant 2 ans, puis ouvrit son propre bureau. Marcel se joindra à lui en 1934. De 1936 à 1939, Joe Marier fut député de Drummond à Québec. En 1944, il est nommé juge des sessions de la paix, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 1962. Mais c'est à Drummondville que Joe Marier a donné le meilleur de lui-même. Pendant près de 40 ans, il fut trésorier, secrétaire trésorier, puis greffier de la ville. Sa couleur politique ne l'empêchera pas de s'élever au-dessus de la mêlée. À une époque où rouge et bleu s'opposaient non seulement à Québec et à Ottawa, mais aussi au niveau municipal, Joe Marier invita les ténors des 2 clans et proposa une forme de coalition discrète derrière un candidat qui serait agréé par les 2 groupes. Pendant 4 élections de suite, c'est un candidat commun qui fut élu. Dans le volume 11 des cahiers de la Société historique du Centre du Québec, intitulé « Les 55 ans de la Célanise à Drummondville », l'auteur, M. Régent Boucher, indique que les terrains ayant servi à l'implantation de la Célanise furent acquis de divers propriétaires, dont la Fabrique Saint-Frédéric, qui céda des lots pour la somme de 1 $ et autres considérations bonnes et valables. Cette cession de terrain, c'est un certain Joe Marier qui en fut l'artisan, à titre de syndic de la faillite du curé Tétrault, qui avait laissé à la fabrique des dettes importantes et des terrains suite à des opérations boursières malheureuses. À l'époque, Drummondville, comme bien d'autres municipalités, voulait attirer la Canadienne Célanise. La cession à un prix nominal des terrains de la fabrique n'entrait pas dans les œuvres ordinaires d'une paroisse et constituait vraisemblablement une entorse aux règles du droit canonique. Mais le syndic estima que la prospérité que l'entreprise apporterait à Drummondville profiterait aussi à la paroisse Saint-Frédéric et l'aiderait à se relever de ses dettes. Mon pays, chante Vigneault encore, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Je me sers de cette phrase de la chanson pour l'entrer en matière d'une autre anecdote sur la vie de Drummondville d'il y a environ 60 ans. C'est pour moi qui l'ai vécu, vous l'aurez compris. Quand le froid était bien pris et qu'il y avait une bonne couverture de neige, un jeune avocat du nom de Joe Marier quittait le bureau à bonne heure l'après-midi et allait pelleter la neige pour en faire une longue glissoire vers le parc Woodyat. D'autres citoyens donnaient un coup de main et on arrosait la neige pour que la glisse soit encore meilleure. Après l'école, environ 300 enfants venaient glisser. L'entreprise eut un tel succès que la Southern Canada installa un lampadaire pour permettre aux parents de profiter de la glissoire en soirée. Pour se faire du capital politique ou par pur désintéressement, le maire Pelletier avait fourni de grands paniers d'osier. Il n'y avait pas encore de toboggan ou de traîne sauvage, probablement. Il avait fourni de grands paniers d'osier dans lesquels s'entassaient les adeptes de la descente. Au bas de la côte, après un grand virage, un bon chaos permettait de vider le panier. Quelque temps après son mariage avec Alice Loranger, Joe Marier, de connivence avec un de ses beaux-frères, a fait croire à un cavalier d'une de ses belles-sœurs que pour obtenir la main d'une Loranger, il fallait faire sa grande demande avec sommation respectueuse, comme disait le Code civil, et à genoux devant les parents de la future. Vous imaginez le fou rire de Joe quand il vit son futur beau-frère à genoux dans le salon des Loranger, qui étaient eux-mêmes interloqués d'une demande en mariage aussi solennelle. L'anecdote qui suit m'a été racontée par maman. À une époque où grand-maman avait une bonne à la maison, elle avait remarqué que la jeune femme partait parfois de la maison avec un petit sac en papier sous le bras.
Sans être particulièrement soupçonneuse, grand-maman était intriguée. Et elle savait pourtant que la bonne était bien trop bonne pour s'approprier quoi que ce soit. Pourtant, un beau soir, elle lui demanda ce que contenait le petit sac en papier. Un peu et beaucoup gênée, la bonne exhiba le contenu du sac, des pelures d'orange. D'une famille modeste, où l'on recevait une orange au jour de l'an, la bonne expliqua qu'elle emportait les pelures pour les disposer sur le dessus du sac à ordures chez elle, de façon que les éboueurs croient que là aussi, on mangeait des oranges de temps à autre. S'il y eut un endroit délicieux pour la famille de Joe et Alice mariés, à part la maison de la rue Herriot, bien sûr, ce fut le parterre de la Southern Canada Power au barrage d'Hemmings. Comme grand-papa était l'avocat de cette société, il avait peut-être été remarqué suite au procès de son père, ce fait d'être l'avocat de la Southern lui valut d'ailleurs un voyage à Londres devant le conseil privé pour débattre de la flottabilité et de la navigabilité de la rivière Saint-François. Il avait dû mettre une perruque d'ailleurs, et il semble que personne n'a jamais vu de photo de Joe marié avec perruque à Londres. Donc, du fait qu'il était avocat de la Southern, sa famille avait accès aux pelouses de la compagnie à la hauteur du barrage. Maintenant, cette immense piscine de notre enfance, où Elias Gaudreau, le mari de Rachel, était professeur de natation, cette piscine du barrage est un club social des employés d'Hydro-Québec. Il y a probablement seulement mon oncle Maurice, en sa qualité de retraité d'Hydro, qui pourrait aller se saucer là, s'il ose encore se tremper dans le Saint-François. Je laisse à grand-papa la narration d'un de ses plus beaux souvenirs d'enfance, quand il se méritait un croxipus. Et je cite. Le chanoine Lionel Groulx, dans un de ses livres, se demandait si un homme peut vivre parfaitement heureux si, dans son enfance, il n'a pas mangé des nouilles. Ces petits pains cuits ensemble comme les buns de nos jours, mais qui avaient une saveur particulière quand ils étaient mangés chauds au sortir du four chauffé au bois de cèdre. Eh bien, j'ai mangé dans mon enfance des nouilles, comme quelques-uns de mes frères et sœurs les plus âgés. Mais j'ai quelque chose de plus que le chanoine Groulx. Et je suis convaincu qu'Elphège et Aurore se rappelleront comme moi d'avoir mangé des croxipus. Le mot ne se trouve dans aucun dictionnaire et il n'est jamais sorti des murs de la vieille maison. Vous aussi? J'ai été obligé de m'en tenir au texte, mon oncle Ernest. Mon oncle Ernest aussi a mangé des croxipus. C'est une invention de mon père quand il lui arrivait de garder les enfants pour permettre à ma mère d'aller à la messe du dimanche pendant l'hiver. Il arrivait fatalement un moment où le père avait de la difficulté à obtenir la paix de 4 ou 5 bambins tapageurs. Et il avait trouvé une invention qui avait beaucoup de succès. Avec de la pâte pour les galettes de sarrasin, il couvrait le rond de poêle de toutes sortes d'arabesques. Et quand cette œuvre d'art était bien cuite, c'était un croxipus, que le père accrochait à quelques clous près du plafond. 2 ou 3 de ces galettes spéciales constituaient des prix de sagesse qui attendaient pour être distribués le retour de maman. La vie m'a apporté des prix et des distinctions, mais rien pour faire davantage plaisir qu'un des croxipus de ma petite enfance. Fin de la citation. Dans la génération qui suit celle de Joe, d'Ernest, d'Aurore, de Pacifique, d'Amédée, Émile, Elphège et bien d'autres de cette famille de 13 enfants, pas trop superstitieux, n'est-ce pas? Je ne pourrai vous présenter tous mes oncles, tantes, cousins, cousines. Le premier salut, il faut l'adresser à Marcel Marié, l'aîné de sa génération, si je ne m'abuse, mais qui ne fait pas du tout son âge, attention. Il pratique le ski alpin, le golf et il danse avec brio, ainsi qu'il a eu l'occasion de le manifester cet été lors du 40e anniversaire de mariage de Jacqueline Marié et Jean-Marc Perrault. Comme Jacqueline et Jean-Marc Perrault se sont mariés le 1er juillet 1950, leur anniversaire de mariage est toujours une fête, du moins tant que le Québec fera partie du Canada. Sur les traces de son père et de son oncle Elphège, Marcel Marié a été avocat puis juge, avant d'être magistrat
Il fut premier magistrat de Drummondville pendant 10 ans. Si Mme la mairesse avait été ici, je lui aurais suggéré des traces à suivre. La tradition de la toge ne s'est d'ailleurs pas arrêtée là, et c'est tout un portrait de famille qu'on réunirait uniquement avec les gens de robe. Voyons voir ceux et celles qui seraient dans le portrait, les unes assises, les autres debout. Marcel Marié, feu son beau-père Paul Rousseau, son cousin Gérald de Tourangeau, son fils Jean, sa nièce Thérèse Rousseau-Hull, juge à la cour d'appel, ses neveux Paul Chassé et André Rousseau, sa petite nièce Esther Hull et Gilles Dubé, gendre de Léo Marié. Laissons avocats et juges à leur procès et voyons un peu comment la robe ecclésiastique ou religieuse est représentée. Vigneault chante « Les gens de mon pays, ce sont gens de parole ». Vous avez deviné que je veux parler de Gérard Marié, homme de parole et d'écriture, dont la soutane, comme celle du frère Untel, a porté bien des messages, tantôt philosophiques, tantôt charismatiques. C'est intimidant pour moi d'accepter le mandat de porte-parole quand une famille compte un tel porteur de parole. J'ai mis parole avec un grand P ici, évidemment. Il y a quelques années, alors que Gérard faisait sa tournée du jour de l'an avec son père, ils sont venus chez mes parents. Et je me rappelle que Gérard avait avec lui son agenda quinquennal, car certaines prédications étaient fixées et réservées des années à l'avance. Quand vous aurez un cadeau à lui faire, trouvez un agenda 1995 à 2000. Gérard a été professeur, animateur, auteur. Il est diplômé en philosophie de l'Angelicum de Rome. Pas étonnant que ses sermons aient quelque chose d'angélique. Il fête cette année, incidemment, il a fêté en août, ses 35 ans de vie sacerdotale. Pour mon oncle Yves Marié, qui fut également professeur à Nicolette, la robe ecclésiastique parut plus lourde à porter et il lui préféra finalement la robe tout court. Tantalis porte au Venezuela le costume religieux, un peu à la manière de la sœur volante. Cela lui donne des ailes. Sa guitare et son chant font penser aussi à Sœur Sourire. Permettez-moi une anecdote à propos de Tantalis. Il y a environ 20 ans, Lise et moi agissions comme couple d'accueil ou d'animation lors d'une fin de semaine de préparation au mariage. Quelques jours avant, l'aumônier du service de préparation au mariage téléphona pour nous demander si nous avions objection à ce qu'une bonne sœur assiste bien discrètement à la fin de semaine afin de mieux connaître ce service et pouvoir le mettre sur pied ensuite dans sa paroisse. En accueillant les jeunes couples le vendredi soir, nous constatons qu'il y a 2 vocations tardives, l'aumônier et Tantalis. Quelle surprise! Elle fut si discrète que ce n'est que le lendemain que d'autres couples apprirent l'objet de sa présence. Il faut dire que nous avions oublié de faire les présentations le vendredi soir. Tantalis est loin d'ici, elle est au Venezuela, à cause de son ministère, mais bien proche, car elle nous porte tous dans sa prière fervente et souriante. En feuilletant une généalogie, on découvre des éléments intéressants, comme le fait que Roland Marié a épousé une fille de Saint-Barthélemy, comme son père l'avait fait, comme le fait que Jean Marié et son beau-frère Fernand Mayotte, le mari de Françoise, sont tous 2 diplômés de Harvard en sciences sanitaires. Ça, c'était l'appellation avant qu'on invente le mot environnement. Les généalogies ne racontent pas tout. Chez la tante Aurore, mariée à Urbain Leclerc, on a longtemps tordu le linge à bras, jusqu'au jour où M. Leclerc eut à seconder son épouse dans cette tâche. Il ne tarda pas à acheter une laveuse avec un tordeur automatique. Chez Pacifique, les garçons Roger et Jean-Paul ont exploité les ateliers Roger. Comme bien des bois qu'ils ont travaillés, ils ont l'écorce rugueuse, la fibre ferme et tenace, mais le cœur bien tendre. Le plus missionnaire, c'est sans doute Roger, qui arbore la fleur de lys, comme jadis les évêques portaient la croix pectorale. J'étais bien inquiet de voir s'il l'aurait ce soir. Il l'avait, inquiétez-vous pas. Juste un peu plus haut que Mings, Roger Marié, au lieu dit « la mouche à feu », tient le feu et le phare de la nation québécoise en devenir. Ma tante Madeleine
ne monte pas souvent sur les tribunes comme ce soir, mais elle est fort active. Elle incarne la fierté québécoise au féminin avec autant de conviction que son cousin Roger porte la fleur de lys ou que Léo assure l'autonomie agroalimentaire du Québec avec l'assistance d'une de ses filles. Au nom de toute la tribu, ceux qui sont ici, ceux qui n'ont pu venir et ceux qui nous ont déjà quittés, je remercie la Société historique d'avoir lancé l'invitation et d'avoir organisé cette rencontre. Je remercie également les autorités municipales qui ont souligné avec éclat et bonheur les 175 ans de Drummondville. Si le rappel du rôle d'une famille évoque les valeurs de fidélité et d'engagement au sein d'une communauté, il comporte aussi une dimension pédagogique. L'opposition à la machinerie n'a sans doute plus sa place, mais bien des valeurs importantes ont été mises en lumière pour nous inviter à marcher dans le sillon de nos prédécesseurs. En terminant, je reprends les vœux que formulait un jour l'un de mes grands-oncles paternels. Aux jeunes, je souhaite de se faire voir, aux moins jeunes de se faire valoir, aux plus vieux encore du pouvoir.